Dos, tres, cuatro, clap. Alors, bonjour à tous. Alors, on m'a réquisitionné pour faire une petite conférence sur la domestication. Alors déjà, d'où vient mon intérêt pour cette notion, c'est que après les études de philo, j'ai fait berger, ça fait 10 ans maintenant. Et du coup, je connaissais rien. Et j'ai été confronté très vite à des relations de travail avec des animaux. Et ça m'a posé plein de questions sur les contraintes que pouvaient accepter les animaux, d'où ça venait, ce truc un peu magique de leur obéissance, de la production complètement folle de lait qu'elles peuvent donner, etc. Et, euh, et pendant un moment, j'ai recherché des ouvrages qui pouvaient en traiter, expliquer voilà, pourquoi culturellement, c'est quoi cette pratique culturelle qu'est la domestication. Et je trouvais pas de livres en fait. Je trouvais des livres d'histoire, histoire du chat, histoire du chien, des ouvrages zootechniques, quoi, de vétérinaires ou de pratiques d'élevage, des histoires, des livres d'ethnologie qui peuvent parler un peu de pratiques d'élevage, mais finalement de manière assez secondaire. J'ai aussi beaucoup trouvé de beaux livres quoi, sur le pastoralisme ou l'histoire de l'élevage, des histoires de terroirs, mais assez peu de livres d'anthropologie et de sciences humaines qui traitent la domestication animale comme un sujet en tant que tel. Et donc un des premiers livres sur lesquels j'étais tombé, qui m'avait beaucoup marqué, c'est celui-ci, Jean-Pierre Digard, Anthropologie d'une passion, qui a une ambition un peu démesurée de faire un tableau de toutes les pratiques d'élevage dans le passé, dans l'espace, et de brosser comme ça, de faire une synthèse de tous les animaux domestiqués, de tous les usages que l'humain en a. Et j'avais appris beaucoup de choses, mais ça conservait un regard, on va dire, un peu anthropocentrique. Et j'avais des retenues un peu sur la manière dont il parlait des animaux. Euh, et donc le livre de Stepanov est sorti, Attachement, et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était comme une réponse et un développement critique de ce livre que j'avais mis tant de temps à trouver, le livre de Jean-Pierre Digard. Et du coup, j'ai été très fortement marqué par le livre de Stepanov, parce que je trouvais qu'il venait parler de la notion de domestication animale avec un regard d'anthropologue très précis, qui n'a pas peur de parler des pratiques vraiment d'élevage de manière très familière et très simple. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'en ai parlé à Ulysse, qui en a parlé à Guénaël et Blaise, et qui m'ont proposé de venir, en parler ici. Et donc, j'avais prévu de faire un peu 4 temps dans cet entretien, cette conférence, et c'était de vous présenter dans un premier temps les conclusions de Jean-Pierre Digard sur ce qui, selon lui, constitue la domestication. Comme ça va me permettre de vous présenter des trucs qui peuvent être évidents, d'autres un peu moins, sur la domestication animale. Et on va se rendre compte que, enfin, lui, la définition qu'il donne, elle est tautologique, il dit, en fait, on domestique parce qu'on a envie de domestiquer, en gros. Et du coup, qui est une définition très unilatérale, très anthropocentrique. Et c'est justement ce que Stepanov, dans son livre, essaye de critiquer et de déconstruire, en disant, en appelant ça une projection moderne, à savoir, il dit, en fait, on analyse les pratiques de domestication du passé et des peuples non modernes avec notre regard à nous de la domestication, qui est hérité du 19e siècle. Donc ce sera le deuxième moment de ma conférence, à savoir d'où vient cette notion de domestication que Jean-Pierre Digard présente brillamment, mais d'où elle vient, comment elle s'est construite, et comment ça se fait qu'on l'utilise encore pour expliquer à la fois les données de l'archéologie, ou pour interpréter les pratiques archéologiques et les pratiques des peuples non modernes. Et donc dans un troisième et quatrième moment, je vous présenterai, lui, ses études de terrain à Stepanov. Ses études sur les Tuvas en Sibérie. C'est des éleveurs de rennes qui ont une pratique de l'élevage pastoral très singulière, qui en fait contredit complètement ce qui, selon nous, constitue l'acte de domestication. Donc en gros, je rentrerai un peu plus dans le détail, mais ces éleveurs de rennes, en fait, ne s'occupent
ni de l'alimentation, ni de la reproduction, ni de la protection contre les loups de leurs reines, ce qui constitue selon nous un acte de non-domestication en fait. Et pour autant, ils se considèrent comme des éleveurs de rennes. Et c'est en essayant de comprendre pourquoi ils se considèrent comme des éleveurs de rennes, malgré le fait que leurs pratiques le contredisent selon nous, que Stepanov après nous engage à repenser la domestication en d'autres termes que ceux que je vais présenter là maintenant avec Jean-Pierre Digard. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Alors du coup, pour Jean-Pierre Digard, il y a 4 points qui définissent la domestication. Le premier, c'est que la domestication n'est jamais un état définitif, elle nécessite toujours un lien permanent de l'humain avec l'animal. Là-dessus, il essaye un peu de déconstruire cette idée que l'archéologie ou la zoologie ont un peu mis dans notre tête, à savoir qu'il y a des animaux sauvages d'un côté et des animaux domestiques de l'autre. En fait, il y a des ponts qui se construisent entre les uns et les autres de manière constante. Et les exemples que donne Digard, c'est que, en fait, tout simplement, lorsqu'on ne s'occupe pas d'animaux domestiques, ceux-ci ils s'enfuient, on dit qu'ils marronnent, et s'ils arrivent à se reproduire, et ben, en fait, ils deviennent une espèce entre la domestication et la sauvagerie. Mais ce qui fait que si on ne s'occupe pas des animaux domestiques, en fait, ils se dédomestiquent et ils redeviennent sauvages. Donc il y a énormément d'exemples que nous, on observe très peu en France, mais en réalité, c'est une réalité qui a lieu sur beaucoup de continents et tout le temps, notamment en Australie ou aux États-Unis. Il faut savoir que toutes les populations de chevaux qu'il y a aux États-Unis ont été sont d'abord arrivées avec les colons européens et se sont ensauvagés. Pareil pour les sangliers qu'il y a aux États-Unis. Enfin, il y a énormément d'exemples d'animaux domestiques qui retournent à la vie sauvage et qui réussissent à survivre dans cet état-là. Ah oui, je voulais vous donner aussi cet exemple que les gens ne connaissent pas forcément, mais que la réintroduction des mouflons dans les Alpes ont été faits à partir d'anciennes brebis domestiques qui se sont ensauvagées en Corse, donc qui sont redevenues des mouflons en Corse et qu'on est allé choper pour les remettre dans les Alpes. Enfin, tout ça pour dire voilà, que la domestication, c'est pas du tout un état définitif, c'est quelque chose qui exige un lien de surveillance et de pratique continue. Et Jean-Pierre Digard définit cette pratique et ce lien permanent par 4 domaines. Donc, selon lui, l'humain, quand il domestique des animaux, il agit sur 4 domaines, on pourrait dire. Donc, celui de l'alimentation, celui de la reproduction, celui de la protection contre les maladies et contre les intempéries et les prédateurs. Et enfin, on pourrait parler aussi avec lui de techniques de familiarisation. Bon, je vais peut-être aller un peu brièvement là-dessus, mais en ce qui concerne l'alimentation, il faut se rendre compte de toute la zone d'activité que ça représente pour maintenir ce lien avec les animaux. Ça va donc du type de nourriture, de la préparation des aliments, les sels, les minéraux, l'affouragement, l'eau, la distribution, l'heure de distribution, les parcs, le choix des pâturages. Enfin, là, il y a une gamme d'actions quasi infinie là-dessus sur l'alimentation des animaux domestiques. Mais surtout, ce qui caractérise selon lui ce lien continu de l'humain avec l'animal dans la pratique domesticatoire, c'est le contrôle de la reproduction. Donc la surveillance des mises bas, mais surtout la sélection des mâles, la préparation des mâles et des femelles à l'accouplement et à la mise bas, la sélection génétique, la fécondation, les fécondations en laboratoire, etc., etc. Bon, je passe sur la protection et les techniques de familiarisation parce qu'on y reviendra. On y reviendra dans le 3e chapitre sur les techniques de familiarisation. Le deuxième point qui, selon lui, caractérise l'acte de domestication, et c'est un peu comme une conséquence du premier, c'est que du coup tout animal domestique peut redevenir sauvage, il faut entretenir le lien en permanence, mais c'est aussi qu'il n'y a pas
du coup d'animaux domestiques et d'animaux sauvages. Donc en droit, tout est domesticable et ça dépend juste de l'interaction qu'on réalise avec l'animal ou pas. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a quasiment pas d'animaux en réalité qui ne pourraient être domestiqués. Là-dessus, il donne pour exemple ce moment de délire un peu qu'il y a eu en France au XIXe siècle au jardin d'acclimatation, où avec les colonies, il y avait des prix qui étaient décernés à de riches notables qui voulaient faire s'accoupler des kangourous en captivité au bois de Vincennes, ou encore des tentatives d'élevage d'éléphants au Congo par le roi Léopold. Tout un tas de délires exotiques que l'Europe a tenté d'exporter dans les colonies, avec parfois des réussites. Il y a notamment cet exemple que je voulais vous citer, qui prouve en fait la plasticité qu'il y a chez les animaux sauvages à être domestiqués. C'est l'exemple assez connu des Russes de Beliaev. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un agronome russe qui en fait a entrepris de faire du renard sauvage un renard domestique par une sélection drastique de renards en captivité sur des générations. Donc en fait, il avait enfermé des renards dans des cages et il sélectionnait les plus dociles au fur et à mesure des générations. Et en fait, il s'est rendu compte très vite que je crois que c'est au bout de 16 générations, il a obtenu des catégories une espèce de renard complètement docile qu'il a pu vendre par la suite comme des quasi-chiens domestiques. Et ce qu'ils ont observé dans cette évolution, c'est que au fur et à mesure qu'ils sélectionnaient les plus dociles, il y avait une évolution génétique et les renards ressemblaient de plus en plus à des chiens. C'est-à-dire que de plus en leur cerveau a réduit, ils se sont mis à japper, à aboyer, la couleur de la fourrure s'est mise à évoluer, ils se sont mis à remuer la queue. Enfin, tout un tas de critères de domestication se sont mis à apparaître du fait de cette pratique de sélection intensive qui, selon lui, selon Beyev, prouvait qu'en droit, n'importe quel animal peut être domestiqué. Est-ce que du coup, dans ces conditions-là, la pénalisation, elle est possible quand c'est vraiment génétiquement généré cette possibilité? Et ce que dit Jean-Pierre Digard, les exemples que donne Jean-Pierre Digard sur le marronnage des animaux ou la féralisation des animaux, c'est qu'il y a des animaux qui sont le lien avec les humains les a amenés à un tel degré de dépendance qu'ils ne peuvent plus survivre seuls à l'état sauvage. Et c'est le cas, par exemple, l'exemple absolu, c'est le ver à soie. Le ver à soie qui en fait est dépendant de la nourriture jusqu'à la reproduction de l'intervention humaine. Donc c'est un animal qui, sans intervention humaine, disparaît. Mais que pour l'immense majorité des animaux, c'est encore possible. Et voilà, et pour ces renards là, je pense que ce serait tout à fait possible, quoi. Voilà. Donc voilà, on a cité ces deux points-là, donc que la domestication n'est pas un état définitif, mais un lien permanent de l'humain avec l'animal, et que en droit, tout peut être domestiqué. Et le troisième point qui, selon lui, caractérise la domestication animale, je le cite, « Quels que soient les produits et services que l'homme finit par obtenir des animaux qu'il domestique, c'est le désir d'appropriation et de domination de la nature et des êtres qui constitue sa motivation profonde et constante. » Alors pourquoi il en vient à cette espèce de tautologie de dire on domestique parce qu'on a le désir de domestiquer et de s'approprier les êtres vivants? Parce qu'en fait, dans son livre, il fait vraiment une synthèse de toutes les pratiques qu'on peut avoir avec les animaux. Et en effet, elles sont immenses et parfois insoupçonnées. Juste pour en citer quelques-unes, mais on se sert des animaux pour se nourrir, pour travailler, pour les monter, pour l'attraction, pour le loisir, pour jouer avec, pour la laine, pour les plumes, pour en faire des animaux de combat, pour reconnaître des cancers, par exemple, pour trouver des disparus dans des avalanches. Il y a des usages sacrificiels, même pour certains animaux, des usages quasiment que religieux. Et sur l'usage religieux des animaux, j'avais envie de vous parler d'un bout de chapitre qu'il y a dans Stepanov que je trouve incroyable, où il dit
où il dit que les premières traces de domestication du chien qu'on retrouve en Sibérie vers moins 25 000, en fait, bon, on ne sait pas si c'était ça qui a motivé la domestication du chien, sûrement pas, mais que très vite, on retrouve des chiens dans les sépultures de leurs maîtres, entre guillemets. Et donc très vite, en fait, il y a cette idée que le chien a une fonction d'animal psychopompe, enfin, d'intermédiaire avec l'espace d'après la mort, et que c'est très vite, en fait, il a une fonction quasi religieuse enfin, dans les tout débuts de la domestication du chien. C'est pas délirant de dire qu'on a domestiqué des animaux pour des raisons religieuses, quoi. Voilà. Et donc confronté à cette multiplication de pratiques, de fonctions de la domestication, en fait, Digard, il est un peu perdu parce que je pense qu'il est uniquement d'un point de vue à quoi ça nous sert, quoi. Et du coup, il se dit, mais en fait, ça sert à tellement de trucs, en fait, ça sert à tout, ça sert à rien en même temps. En fait, le seul truc, ce qui explique, c'est qu'on a juste envie de domestiquer, quoi. Et c'est justement cette vision-là qui est très anthropocentrique, très unilatérale, que le livre de Stepanov entend critiquer. Et cette conception-là, anthropocentrique, qui est une conception de domestication, domination, asservissement, et qui fait du contrôle de la reproduction des animaux la clé de voûte de la domestication, c'est un peu notre héritage à nous, quoi. Quand on pense la domestication des animaux, on le pense, enfin, je trouve sous ces termes-là, de contraintes et tu domestiques un animal à partir du moment où tu choisis quand est-ce qu'il se reproduit ou pas, quoi. Et que tu sélectionnes ces petits pour faire plus de lait ou plus de viande, quoi. Et donc Stepanov, ce qu'il dit, c'est en fait ça, c'est un regard moderne, mais on le projette sur d'autres pratiques. Donc c'est pas du tout efficace, quoi. Et donc Stepanov, avant de proposer un nouveau modèle de compréhension de la domestication, il fait la généalogie de cette notion, et c'est ce que je m'apprête à essayer de faire rapidement, parce que c'est un peu long. Juste, t'as pas donné le quatrième point, il me semble. Le quatrième élément de la domestication. Tu peux faire les 4 points. Elle n'est jamais définitive. Ah non, il y en avait que 3. Pardon, ouais, il y en avait que 3. Ah, ok. Il n'y en avait que 3. Il y en a 4, c'est que quand on domestique, on contrôle l'alimentation, la reproduction, la protection et on gère la familiarisation de l'animal. Okay. On entretient le lien pour que ça ne devienne pas une bête sauvage, quoi. Ouais. Bon, alors moi, je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai appris en fait, notre notion de domestication, elle est très récente et qu'elle date... Enfin, le premier usage qui en est fait textuellement, il remonte à 1831. C'est daté, et c'est Isidore Saint-Hilaire, dans une conférence à l'Académie royale des sciences, qui dit, je le cite parce que c'est quand même assez ouf, « Le degré de domestication du chien, si l'on peut parler ainsi, est presque dans tous les pays proportionnel au degré de civilisation de l'homme. » Là-dessus, après, il donne un exemple que je trouve drôle, où il dit qu'on observe que la qualité de la laine de la brebis des primitifs est semblable à la texture de leurs cheveux. Comme c'est des primitifs, la laine de leur brebis est aussi primitive. Enfin, je trouve ça assez drôle, quoi. Et un peu plus loin, il dit « La domestication suppose nécessairement la reproduction sous la main de l'homme. » Du coup, on est là en plein dans l'héritage qu'on essaie de déconstruire, mais qui est, je pense, encore assez présent dans nos têtes, à savoir que c'est la domestication des animaux, c'est la civilisation, à savoir qu'on civilise en domestiquant, et c'est en domestiquant la nature et les animaux qu'on civilise. Là, avec Saint-Hilaire, l'homme s'émancipe de la nature, il peut la civiliser, et même littéralement la créer, littéralement. Les animaux domestiques sont l'ouvrage de l'homme, de son progrès. En gros, mais dans ce chapitre, je vais essayer de pas trop lire ce que j'ai écrit, parce que ça va être un peu chiant. Mais en gros, ce qui m'a intéressé dans ce chapitre-là, c'est de comprendre que Isidore Saint-Hilaire et les premiers penseurs de la domestication, en fait, construisent leur théorie moins sur des données d'archéologie ou de zoologie que sur des pratiques innovantes faites par des éleveurs à l'époque, en fait, d'amélioration des races existantes.
C'est-à-dire que c'est dans un contexte où les États-nations se tirent la bourre sur le marché de la laine et qu'il y a des agronomes et des praticiens d'élevage qui se disent qu'il faut qu'on améliore, nous, nos races lainières pour gagner du prestige et de l'argent au niveau international. C'est dans ce contexte-là qu'il y a des penseurs du vivant qui voient ces pratiques novatrices d'élevage et qui se disent « Ah ouais, en fait, ça, c'est le parangon de la civilisation, c'est ça la domestication, et c'est comme ça depuis le début, en fait. » Et donc, ils vont projeter après sur le passé des pratiques qui sont en train d'émerger, en fait, en Europe, et qui sont des pratiques, on va le voir, en fait, qui sont des pratiques délirantes au regard de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Et donc ces pratiques-là, il y a Stepanov parle de deux personnes qui ont accéléré ce processus d'innovation agricole. Il parle de Daubenton et de Bakewell. Alors en fait, Daubenton, c'est un gars qui a été chargé par l'administration royale d'améliorer les races de brebis pour avoir une qualité de laine meilleure. Sauf que dans ce contexte-là, les Espagnols, les Anglais n'envoyaient pas leurs béliers reproducteurs en France pour des raisons de concurrence. Et du coup, il s'est débrouillé pour choper des brebis et des béliers reproducteurs un peu partout en Europe, les ramener en France et les croiser un peu comme un savant fou, améliorer les différentes races de brebis en sélectionnant bien, en empêchant à certains moments les bêtes de se reproduire, en favorisant à d'autres moments, en écartant, enfin bref, en faisant un choix de sélection très précis pour aboutir à une amélioration de la race qui a donné la race de Mérinos de Rambouillet qui existe encore aujourd'hui à Rambouillet et qui est le fruit de l'administration royale de cette époque pour concurrencer l'Angleterre et l'Espagne sur le marché de la laine. Et en fait, il était confronté à des pratiques paysannes populaires à l'époque qui contredisaient complètement cette volonté d'amélioration de la race, ce mélange des types des différentes races de moutons, parce que les pratiques paysannes à l'époque en fait se foutaient complètement d'améliorer le rendement ou la qualité de laine de leurs brebis. Il n'y avait aucune sélection, aucune volonté d'amélioration. Les bêtes étaient lâchées en ce qu'on appelle en veine pâture. Les troupeaux étaient mélangés et lâchés après la moisson dans les champs pour qu'ils se nourrissent et il n'y avait pas de volonté particulière d'amélioration, quoi. Et du coup, il y a eu tout un enjeu pour Daubenton de dresser les éleveurs à accepter des béliers reproducteurs d'une qualité supérieure que lui avait créé au jardin, à la bergerie royale, de suivre les reproductions. Donc il fallait tout un appareil d'État, tout un appareil administratif pour envoyer les béliers, suivre, former des écoles des vétérinaires et d'agronomes pour former les éleveurs sur place à leurs pratiques, à leurs théories. C'est tout un changement, toute une révolution en fait, qui a nécessité un appareil d'État très constitué et qui explique pourquoi ça n'a été possible qu'à la fin du XVIIe, qu'à la fin du XVIIe et au début du XIXe, alors que des tentatives auparavant avaient été tentées et n'avaient pas marché. Il fallait un appui quasi militaire pour imposer ça aux pratiques agricoles paysannes. Donc il y a lui, Daubenton, et il y a Bakewell. Alors Bakewell, ça c'est vraiment un truc de ouf. Lui, c'était en Angleterre et c'était à l'époque l'éleveur le plus connu du monde, qui a beaucoup inspiré Darwin, même pour ses théories. Et en fait, Stepanov dit là où Daubenton améliore le type existant de race, Bakewell, lui, il invente des races. C'est-à-dire que Daubenton, lui, il se contentait de mélanger des types qui existaient déjà. Bakewell, lui, ce qu'il va faire, c'est il va sélectionner génétiquement dans son troupeau et il va faire se reproduire entre frères et sœurs, père et fille, pour resserrer génétiquement la sélection et aboutir à des créations de monstres et à stabiliser ces monstres et en faire de nouvelles races. Et il a créé donc en fait des races qui existent encore aujourd'hui, le mouton d'Ishley et la vache du Ram,
qui sont des espèces de bêtes qui sont apparemment très utilisées encore en Angleterre, mais des bêtes de boucherie un peu voilà, sur Stokos, quoi, avec des énormes gigots, parfaits pour la boucherie en fait. Et bah, je pense que ces bêtes-là, ouais, mais l'héritier de ça, en fait, lui, Stepanov dit que c'est le père de la sélection moderne. Et il y a des bêtes qui sont sélectionnées sur ce modèle-là. Il y a cette vache très connue qui s'appelle la bleu-blanc belge, ou les vaches Holstein, par exemple, qui ne peuvent pas mettre bas sans césarienne. Donc on aboutit vraiment à des créations de monstres. Et donc, comme je l'ai dit, donc, il favorise lui des reproductions consanguines. Et pour ce faire, il a dû déconstruire les tabous paysans de l'inceste chez les animaux. En gros, il a été confronté à des croyances populaires de, en fait, les animaux, ils sont aussi ils respectent aussi ce tabou qui est celui de l'inceste. Et Bakewell, lui, il dit, mais en fait, les animaux, ils appartiennent à un autre régime. Il y a vraiment une différence entre les humains et les animaux, et eux, on peut les faire se reproduire entre eux, entre père et fille, il n'y a pas de souci. Et ça a été un gros travail de faire accepter ça dans le monde agricole. J'avais envie de lire ce texte-là qui explique comment à quel tabou ils sont confrontés et ce que ça a exigé du coup, d'où la sélection moderne naît, quoi. Elle naît de la levée de ce tabou de l'inceste chez les animaux et donc d'une séparation stricte entre l'humanité et l'animalité. Je trouve ça assez intéressant de se dire que ces techniques de sélection dont aujourd'hui, voilà, toutes les vaches, toutes les brebis qui sont sélectionnées comme ça de manière drastique, elles le sont sur ces méthodes-là, sur la levée de ce tabou initial qui est en fait assez récent, qui a 150 ans, et qui en fait a suscité beaucoup de réprobation dans le monde paysan de l'époque. Donc c'est un pote à lui qui écrit à la fin du 18e, « Le grand obstacle à l'amélioration des animaux domestiques semble être né d'une idée commune et prévalente parmi les éleveurs qu'aucun taureau ne doit être utilisé dans le même troupeau plus de 3 ans et aucun bélier plus de 2. Car, disent-ils, s'ils sont utilisés plus longtemps, la race serait trop consanguine. Certains ont poussé le préjugé si loin qu'ils pensent que c'est irréligieux. Mais heureusement pour le public, il y a eu des hommes, dans différentes pratiques d'élevage, dont les esprits larges n'ont pas été trop soumis aux préjugés vulgaires, aux usages longuement établis, et qui ont prouvé par des expériences de nombreuses années que ces conceptions étaient sans fondement. » En gros, il dit on risque rien, quoi, génétiquement. Ce qui aujourd'hui semble vraiment contredit par les faits, dans le sens où cette intensification de la sélection génétique a abouti aujourd'hui à ce que les généticiens appellent un goulot d'étranglement, où en fait on se rend compte que, par exemple en ce qui concerne la vache Holstein, je n'ai pas retrouvé ce passage dans Stepanov, mais il dit, dans mon souvenir, il dit qu'en fait, théoriquement, la population mondiale de Holstein représente 50 individus génétiquement. Sur des millions de vaches, comme il y a une vingtaine de reproducteurs qui inséminent toutes les vaches Holstein du monde, théoriquement, en fait, génétiquement, c'est une population minuscule, quoi, qui du coup aboutit aboutit de plus en plus à des gros problèmes de consanguinité, quoi. Bref. Donc, je voulais vous parler de Daubenton et Bakewell juste pour se rendre compte que Saint-Hilaire, quand il commence à parler de domestication, de l'homme créateur de la nature, créateur des races animales, il le fait dans ce contexte-là, inspiré, influencé par ces praticiens qui sont totalement novateurs pour l'époque et aussi complètement monstrueux pour l'époque, qui déconstruisent les préjugés populaires et en fait lève un tabou multimillénaire, quoi. Le tabou de l'inceste entre les animaux. Et ce qui est fou, c'est que donc nous on utilise ce terme domestication, héritier de cette histoire, et on l'applique, et on le lit, et Jean-Pierre Digard, qui est anthropologue, l'applique à des données à des hypothèses archéologiques des débuts de la domestication, où il se dit alors mais pourquoi ils ont dominé les animaux comme ça, ou quand il étudie, quand il parle
de peuples non modernes, il utilise la domestication et il essaye d'analyser ça avec cette conception de la domestication qui en fait voilà, date de 1830 et qui est née sur ce terreau-là délirant en fait de l'Europe modernisatrice, quoi. Et donc Stepanov qui entend voilà, critiquer cette notion de domestication le fait lui à partir d'une pratique de la pratique des Tuvas, donc la pratique d'éleveurs de rennes non modernes. Et ce qui est intéressant, c'est ce dont je vais vous parler là maintenant dans la troisième partie, c'est que leur pratique contredit complètement ce que je viens de dire dans la première partie sur qu'est-ce qui définit l'acte domesticatoire selon Jean-Pierre Digard. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se préoccupent pas de la reproduction de leurs rennes, les Tuvas. Donc en fait, ça arrive très régulièrement que les femelles soient prises par des rennes sauvages et qu'au contraire, les Tuvas encouragent ces reproductions-là, parce qu'ils disent que ça remet du sang génétique, que ça diversifie et que c'est pas du tout un souci, quoi. Là, et j'ai aussi envie de dire dans ce moment-là que c'est une pratique qui a eu lieu en Europe, qui a disparu depuis, mais de laisser des chevaux en liberté, de laisser des brebis en liberté, ou beaucoup, jusqu'à très récemment, des truies à la glandée qui se faisaient prendre. Et c'est le cas encore en Corse, par exemple, par des sangliers sauvages. Donc c'est une pratique qui est encore commune, en fait, très courante en Europe, mais qu'on a oubliée, et qui témoigne d'un rapport à la domestication en fait, antérieur à cette espèce de délire de sélection et de contrôle. Donc les Tuvas ne cherchent pas à contrôler la reproduction de leurs rennes. Ils ne cherchent pas non plus à les protéger. Ils se protègent tout seuls contre les loups, contre les intempéries. Le seul truc où ils cherchent à les protéger, c'est contre les moustiques en été, où ils font des feux autour desquels les rennes viennent se protéger grâce à la fumée. Ils ne cherchent pas non plus à les alimenter spécialement. C'est les rennes qui choisissent en grande partie leur parcours de nomadisation, qui cherchent leur coin, leur spot où ils aiment manger. Et ça se fait comme une forme de dialogue, il n'y a pas de contrainte en fait sur leur alimentation. La seule chose, pareil sur l'alimentation, qui stimule chez les rennes, c'est le sel et l'urine. Parce qu'en effet, on pourrait se dire, et c'est un des gros enjeux pour les Tuvas, mais si leurs rennes, ils s'en occupent pas, quoi. Comment ça se fait que les rennes reviennent ? Et ben en gros, les rennes sont très friands de sel et d'urine humaine. Et c'est un des seuls liens qui leur permettent en fait, de garder la familiarité avec leur troupeau. Est-ce qu'ils boivent l'urine des humains ? Ouais, en fait, c'est plein d'azote et de minéraux et ils en raffolent. Okay. Les humains, ils font quoi avec les rennes ? Et ben, justement, ils les mangent pas, ils les montent. Ils les montent pour nomadiser avec eux. Et ils prennent le lait des mamans pendant 3-4 mois d'été, quoi. Et c'est là un moment, justement, sur les techniques de familiarisation, où il y a beaucoup de choses qui jouent, où en fait, ils attachent beaucoup la mère et le faon sur le campement, au moment où ils traient la mère, pour l'habituer à la présence humaine. Et au sel, lui donner le goût du sel pour qu'il revienne. Et même ça va plus loin en fait sur leur non-volonté sur l'absence de volonté de reproduction de leurs rennes, parce que les plus beaux spécimens en fait sont castrés pour être montés. Les plus beaux mâles des troupeaux des Tuvas sont en général castrés pour être montés, parce que si on les laisse entiers, ils risquent de se mettre sur la gueule et du coup de partir ou de s'entretuer, quoi. C'est un peu difficile de faire cohabiter des rennes mâles au sein d'un troupeau. Donc, voilà, j'ai dit qu'ils tuaient très rarement leurs rennes et ils vivaient surtout de chasse et de pêche. Ils fonctionnent aussi, donc le lien de familiarité est aussi beaucoup construit sur les meneuses. Sur les meneuses, c'est-à-dire des anciennes qui connaissent bien les parcours et qui aiment bien les humains et qui reviennent avec le troupeau, quoi.
Ah oui, j'avais envie. Ils ont aussi une manière d'organiser le troupeau qui est calquée sur la manière dont s'organisent socialement les humains, à savoir qu'ils définissent dans le troupeau ce qu'ils appellent un idik, c'est-à-dire un renne chaman qui est l'intermédiaire avec la forêt, qui est consacré par un rituel et qui ne peut être ni touché ni tué. Bon, là, je trouvais ça assez délire comme truc. C'est-à-dire que les autres, ils peuvent être tués. Ils sont tués, mais très occasionnellement en fait. Ils vivent principalement de la chasse et de la cueillette. Et si un renne est malade, ils peuvent le tuer et le manger. Mais c'est pas leur mode de subsistance ne vient pas du tout de là en fait. Et les rennes, ils sont en liberté. Ouais, ils sont complètement en liberté. Là, on est dans la taïga. Ils sont sur des zones délibérées. Enfin, c'est tellement grand, tu vois. C'est genre sur 20 km. Et en fait, les premiers observateurs, quand ils sont arrivés, et qu'ils ont vu le mode les pratiques d'élevage des touva, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas des. Il y en a qui les ont définis comme des chercheurs de rennes. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à chercher leurs rennes et à pas passer de temps avec, tu vois. Sauf le moment où ils traient les mères où elles sont attachées et elles sont du coup maintenues près du campement. Mais sinon, en fait, c'est des animaux qui sont laissés en liberté toute l'année. Et qui cherchent les rennes dans le sens où ils suivent le déplacement du troupeau. Et ben, Ils suivent le déplacement du troupeau. et ben, ça, je vais en parler juste un peu après. Juste un peu après parce qu'il y a. Ouf, faut en parler maintenant, mais. Non, mais vas-y. Parce que. Ouais, juste pour faire très vite fait, puis je commence un peu à fatiguer, donc je vais vite fait parler de leur mythe. Mais en gros, ce qui est, du coup, on se rend compte, enfin, les observateurs sont venus, ils ont dit, mais en fait, c'est du proto-élevage, c'est pas de l'élevage, quoi. Ils sont encore sur un mode de chasse-cueillette, et ils ont, là, ce dont je parle, c'est des élevages de 15, 20 rennes, quoi. Dans le mode traditionnel pré-soviétique et post-soviétique, post-effondrement soviétique. C'est des tout petits élevages de 30 rennes. Et ça va jusqu'à 150 rennes, mais dans ce changement d'échelle, justement, je t'en parlerai après, Émile, mais c'est dans ce changement d'échelle qu'on observe des dynamiques d'évolution de domestication, et c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà, les observateurs disaient, mais en fait, c'est pas de l'élevage, c'est du proto-élevage. Et eux, les Tuva, ils sont, mais non, en fait, nous, on fait de l'élevage. Il n'y a aucune différence morphologique entre les rennes domestiques et les rennes sauvages, mais eux, ils appellent leurs rennes domestiques avec un terme de rennes domestiques et les rennes sauvages avec un terme de rennes sauvages. Donc pour eux, ils pratiquent l'élevage, mais il y a très peu de contraintes qui sont exercées sur les rennes. Du coup, nous, de notre point de vue, ça ressemble à du proto-élevage ou à de la proto-domestication. Mais en fait, de leur point de vue à eux, c'est des animaux qui sont pleinement domestiques. Et du coup, Stepanov dit, mais en fait, c'est quoi leur mythe, c'est quoi leur conception à eux de domestication, si pour nous, ça n'en est pas, et que pour eux, ça en est, quoi. Et du coup, là, ils citent 3 types de mythes qui expliquent, eux, leur rapport à la domestication. Et en gros, notre mythe, c'est Saint-Hilaire, c'est l'homme émancipé qui contrôle la reproduction des animaux pour créer des races et faire une nature à son ouvrage. Pour eux, c'est un mythe en fait de dialogue où des rennes, enfin ça tourne autour, en général, 3 mythes. Les mythes tournent autour de l'échange entre l'urine humaine et le lait d'une reine, ou l'échange entre on leur donne du sel et on les protège contre les loups ou contre les moustiques, et en échange, eux, ils acceptent qu'on les monte, en gros. Donc c'est des mythes qui ne sont pas du tout, comme nous, notre mythe à nous de la domestication, un truc unilatéral de domination, mais en fait un échange de services. Donc Stepanov, il dit, voilà, c'est pas forcément la réalité, c'est peut-être pas passé comme ça, mais en tout cas, ça leur permet, dans leur pratique après d'élevage, de maintenir cet échange de services et de liens. Et il dit, mais en fait, on ferait bien de s'en inspirer pour comprendre les logiques de domestication et du système de domestication qu'il y a eu en Sibérie pour comprendre la manière en fait, dont ils domestiquent leurs rennes. Nous, on peut utiliser notre mythe dominateur pour comprendre comment on arrive à l'élevage hors sol. De toute façon, on ne peut pas le comprendre si on n'en passe pas par le délire du 19e siècle et de l'homme. Et nous, comment on fait pour comprendre, eux, l'évolution, leur évolution à eux, quoi. Et donc c'est là où je vais parler un peu répondre à ta question, Émile. En fait, du coup, ils repensent leur domestication
à travers un exemple qui a posé question aux historiens et aux chercheurs russes, à savoir comment, au XIXe siècle, l'Eurasie est passée de système de chasse-cueillette que je viens de vous décrire avec des petites unités de 15-20 rennes à des systèmes pastoraux qui, dans certains endroits de la Sibérie, pouvaient accueillir jusqu'à 1000 rennes au sein d'élevages immenses, transhumants de 1000 rennes. Et du coup, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont plaqué notre conception de la domestication à nous, en mode ils sont passés d'une économie de collecte de subsistance archaïque à une économie politique où ils ont créé de la richesse, ils ont pu envoyer des rennes à droite, à gauche, se constituer des réserves économiques, etc. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé d'après Stepanov, et c'est en pensant cet échange de services et, et cette multi-agentivité en fait, où chacun répond à l'autre, où l'homme propose quelque chose à l'animal et l'animal y répond d'une certaine manière et repropose quelque chose à l'homme, qu'on peut comprendre des évolutions de systèmes de domestication. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que donc il y avait cette explication-là, donc strictement unilatérale, qui avait été faite ils ont voulu passer en fait du modèle archaïque à un modèle plus civilisationnel où on domestique vraiment les animaux. Il y a eu ce modèle d'explication, et il y a eu un modèle d'explication de type écologique où en fait il y a eu une disparition des rennes sauvages. Et du coup, les peuples se sont retrouvés contraints de manger les rennes de leur élevage. Du coup, ils ont augmenté leur cheptel et ils sont passés à un système pastoral. Et ce que dit Stepanov, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il dit que ça a été une boucle, ce qu'il appelle des boucles de rétroaction, à savoir qu'il y a des échanges qui sont faits entre les humains, les rennes et le paysage, qui constituent un système. Et c'est comment ce système évolue qui fait que ça se sclérose ou pas en système pastoral. Enfin, que ça évolue ou pas vers un système pastoral. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que toute la pratique pastorale des rennes, des touvas, elle est sur un équilibre entre est-ce que les rennes sont encore familiers avec nous ou est-ce qu'ils sont en train de constituer une entité autonome et un troupeau autonome dont on est en train de perdre la familiarité. Et il dit qu'à partir d'une certaine échelle, les rennes en fait, s'autonomisent des humains. Donc, ils commencent à avoir un fonctionnement beaucoup plus interne où l'humain a moins de capacité de décision. De dire, venez, on va transhumer là-bas maintenant. Et du coup, dans ces systèmes-là, les circuits de pâturage deviennent plus rigides. Parce que les troupeaux grandissant, il faut que le troupeau sache où il va à chaque saison de transhumance, sous peine en fait, de se perdre si jamais on change chaque année de circuit de pâturage. Donc les circuits deviennent fixes, et en devenant fixes, les pâturages se transforment puisque chaque année, les troupeaux passent au même endroit. Et donc il parle de l'évolution des paysages, Stepanov, et il dit on passe de toundra marécageuse, humide, à des endroits où les rennes tracent leurs sillons, et en traçant leurs sillons, créer des systèmes de drainage malgré eux. Enfin, c'est la manière que le paysage de réagir à l'accroissement du troupeau. Mais trace des sillons qui drainent le sol et qui en fait favorisent l'émergence d'une nourriture appétante pour les rennes. Du coup, c'est un système en fait qui vertueux et qui favorise la continuation de ce système en fait, de l'augmentation du troupeau. Et ce qui explique aussi pourquoi les rennes sauvages ont disparu à cette époque-là, c'est que les troupeaux grandissant, les surfaces qu'ils mangeaient étaient de plus en plus grandes et en fait, du coup, ils chiaient et ils pissaient partout, là où ils mangeaient les rennes domestiques. Les rennes sauvages détestent l'odeur de pisse des rennes et du coup, ils étaient amenés à partir de plus en plus loin, ces rennes sauvages. Et donc, petit à petit, comme ces peuples-là sont restés chasseurs-cueilleurs, en réalité, ils élevaient de plus en plus de rennes, mais leur mode de subsistance était toujours celui de chasseur, donc ils chassaient toujours. Ils ont petit à petit, en fait, exterminé des rennes sauvages, qui trouvaient de moins en moins de place pour se nourrir et qui partaient de plus en plus loin, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il explique le passage d'un système de chasse-cueillette à un système de gros troupeaux pastoraux. Ça n'a pas été une volonté humaine de se civiliser, mais
une espèce d'échange entre les humains, les rennes, à savoir en mode ah merde, les rennes grossissent, on les mange pas, ça grossit de plus en plus, on va être obligé de les suivre sur des itinéraires de plus en plus rigides. Et c'est en les suivant sur des itinéraires de plus en plus rigides que le paysage change, expulse les rennes sauvages et continue de favoriser en fait ce système pastoral. Et je trouve ça, enfin ce que dit Stepanov, c'est que c'est un système qui pense à la fois la gentilité des animaux et celle des humains, quoi. En fait, il pense ça parce qu'il pense la gentilité des animaux, comme les Tuvas pensent la gentilité des animaux, quoi. Comme un échange de services. J'avais une question là-dessus, Ouais. parce que je suis pas sûr d'avoir saisi l'évolution démographique des rennes, des troupes de rennes qui augmentent, etc. C'est un flux spontané. Ça vient et les conséquences ultérieures sont le résultat de ce truc-là. Bah, oui, il dit ça, il dit en fait les Tuvas sont devenus éleveurs de rennes parce qu'ils ont tragiquement voulu rester chasseurs, dans le sens où ils mangent pas leurs rennes. Tu vois? Ils mangent pas leurs rennes, donc si tu manges, bah forcément, il y a un moment donné où tu as de plus en plus de petits, quoi. Tu vois? Et le troupeau grossit. Alors après, je pense que ça dépend de plein de critères, mais comme il y a énormément de prédation de loups, tu vois, ça se maintient comme ça. Mais dans des endroits où en fait où ils cherchent pas à maintenir un cheptel d'une telle manière, en fait, ça grossit et ils sont amenés vers cette voie d'élevage parce qu'ils cherchent à conserver leur pratique de chasse. Je sais pas si c'est clair ou... C'est la disparition des loups qui a causé l'augmentation des troupeaux de rennes. Bah, il y en a encore là-bas, là, donc non. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à augmenter les troupeaux de rennes? Bah, c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais t'as pas expliqué pourquoi ça a augmenté. Bah, parce que les femelles sont prises par des mâles sauvages ou domestiques, qu'elles ont des petits et que eux ne mangent pas de rennes en fait. Oui, mais leur pratique de l'élevage des rennes est millénaire, j'imagine. Pourquoi là, d'un coup, en 30 ans, ça passe d'un Parce que, alors, minuscule de 15-20, ouais, parce qu'on peut imaginer avoir arrêté le cas pendant très longtemps, ouais. et là, d'un coup, ça passe à des troupeaux de 100... Bah, lui, il explique ça en partie aussi par une forme de redout climatique qu'il y a eu à cette époque-là et qui a favorisé, en fait, d'un point de vue de santé et d'un point de vue de pâturage, la vigueur des troupeaux de rennes. Ok. C'est pas plutôt un refroidissement? Ou un refroidissement, ouais, peut-être un refroidissement, je sais plus. Mais en tout cas, il donne une explication en partie climatique. Mais il donne aussi une explication de volonté de certains éleveurs qui, enfin là son exemple, c'est ce mec en particulier, Ouais. où c'est une richesse en fait d'avoir beaucoup de rennes. Mmh. Et il explique qu'en Oui. parallèle, ça les paralyse et ça sont plus en mesure de chasser parce qu'ils vont tous s'éloigner pour aller sur d'autres terrains. Et comme les rennes sauvages sont partis, il n'y a plus de quoi chasser. C'est ça qui fait qu'ils vont se mettre à tuer des bêtes de près. Et du coup, il y a aussi une volonté sociale. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'avais zappé, mais oui. Oui, le croix des troupeaux est lié au prestige que tu tires, parce que oui, quand il parle de cet éleveur-là, parce qu'aujourd'hui, il dit il y a à peu près une trentaine de familles de Touva, je crois, d'éleveurs Touva aujourd'hui, et le plus gros, il en a 150, et c'est quelqu'un d'extrêmement respecté pour ses connaissances d'éleveur, mais aussi parce qu'il a beaucoup de rennes. Et ce qu'il dit, c'est qu'au 19e siècle, donc le moment où, ce dont je parlais là, le moment où il y a eu des gros systèmes pastoraux qui se sont mis en place, pas chez les Tuvas, mais plutôt en Laponie en fait. Mais ce qu'il explique, c'était en fait des échanges de dot, beaucoup, pour payer des femmes. Apparemment, il y a une espèce d'inflation où une femme coûtait genre 30 rennes. Donc il fallait avoir énormément de rennes pour avoir une famille stylée, quoi. C'est quelle époque l'augmentation des troupeaux? Bah, il me semble que c'est 19e. Je parle du 19e siècle. C'est pas connecté avec... J'avais envie de parler de deux trucs vite fait. De parler au moins d'un dernier exemple. En tout cas, il écrit il y a domestication. Là, il parle de l'origine de la domestication, mais ça va avec ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous dire sur les rennes Tuva. Il y a domestication lorsque initiative et disposition humaine et non humaine se rencontrent, convergent et cristallisent dans une relation durable, réciproquement profitable. En gros, il dit c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire de Saint-Hilaire, où il dit en fait il y a domestication
quand il y a contrôle de la reproduction des animaux et quand il y a voilà, volonté de domination, de contrainte, de contrôle, lui dit en fait il y a domestication quand il y a une proposition humaine qui est faite à un animal et quand l'animal y répond positivement ou non. Et il donne cet exemple des souris, qui sont des animaux qui nous suivent depuis les débuts du néolithique, depuis qu'on stocke des céréales dans des granges, quoi, et qui ont tous les traits d'un animal domestique. La taille, la curiosité, un certain type de développement du cortex, enfin tout est là. Sauf que pour nous, c'est pas des animaux qu'on a domestiqués, quoi. Mais du coup, Stevanov, il dit pourquoi? Parce que en fait, pour nous, c'est des parasites. Donc les souris ont en quelque sorte proposé d'être domestiquées en venant vivre dans notre ère d'influence, mais nous, on les considère comme des parasites, donc on les a pas domestiqués, quoi. À l'inverse du chat, qu'on a domestiqué en Europe assez récemment parce que c'était un animal qui était plutôt honni, mais un animal voilà, qui nous offre ses services de chasser les souris, et nous on y répond positivement, et du coup on le domestique aujourd'hui jusqu'à ce point où on sélectionne des races et tout. Mais en tout cas, il dit, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a c'est un lieu de rencontre et de dialogue, et pas le lieu de décision unilatérale de l'homme. Et voilà, enfin je trouvais ça intéressant. Et il dit c'est la même chose pour les plantes. Les plantes qui réagissent, les plantes domestiques en fait réagissent à une intervention humaine sur le sol, et il y a des plantes qui se développent ou pas sur ces terres mises à nu et labourées, qui vont préférer ou pas ces sols qu'on laboure, qu'on mélange, qu'on retourne, et qui vont s'y plaire, ou celles qui s'y plaisent pas, bah, en fait, sortiront de l'ère d'influence de l'homme et ne se proposeront pas à être domestiquées, quoi. Enfin, mais du coup, ouais, je trouve que c'est une hypothèse très intéressante de prendre en compte le choix des animaux, euh, la disposition ou non des animaux à être domestiqués, à rentrer dans une relation d'échange de services avec l'homme, en fait. Et pourquoi il ne va pas plus loin et pourquoi il ne dit pas que c'est les souris qui devront domestiquer? Bah, c'est une partie du chapitre sur plus ou moins l'autodomestication de l'humain, mais il y en a qui ont ces thèses sur les chiens qui disent en rigolant c'est au moins autant le chien qui a domestiqué l'humain que. Mais je pense que tu vois, dans ce type de questions, il y a un peu, un, peu un genre de sous-entendu de qui a dominé qui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que en fait, c'est juste une espèce d'évolution avec le chien, c'est quasi symbiotique. Enfin, c'est le premier animal qu'on a domestiqué. Et en fait, bien évidemment que la manière dont on vit aujourd'hui, elle est on est au moins autant redevable du chien que de l'humain, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une espèce de domination là-dedans ou pas? En fait, il y a un échange de services et nos deux espèces y ont répondu de manière ultra favorable. Mais Il y a une hiérarchie dans la dans la relation avec le chien, il y a quand même une relation de hiérarchie. De ce que j'ai compris, elle-même par le chien, ou peut-être pas. bah, si. Moi, après, je sais pas, après, c'est des débats d'éthologie et tout, mais bien évidemment, oui, que ils ont un sens de la hiérarchie, ça c'est sûr. C'est sûr que dans la pratique de dressage, il peut y avoir une forme de domination. Après, mais je suis pas sûr qu'on comprenne toutes les pratiques domesticatoires ou pourquoi on domestique des animaux uniquement par ce biais de domestiquer, c'est dominer, tu vois. Il y a le chien, mais peut-être les autres. Et puis c'est une partie de la pratique domesticatoire avec un chien que d'établir une forme de hiérarchie, si tu veux. Mais en fait, on en établit constamment avec les autres êtres humains aussi. Enfin, il s'agit de trouver sa place, de réussir à trouver sa place avec un autre animal quand il est à côté de toi. Euh, et ouais. Oui. Oui, j'ai une question, mais je ne sais pas trop parce que je ne me souviens pas très bien, mais dans le livre de Graeber, je croyais il me semble qu'au début du livre, il dit que le pastoralisme, on a tendance à le mettre dans une série qui va de chasseur-cueilleur, puis après on deviendrait un peu pasteur, on ferait du pastoralisme, et ensuite de l'agriculture en clos, machin truc. Et en fait, il dit que les données anthropologiques ou archéologiques ou je sais pas quoi montrent qu'en fait le pastoralisme c'est un retour, enfin c'est pas un retour, mais c'est plus une dégradation, enfin une étape après la mise en enclos, l'élevage, l'agriculture sédentaire,
et un mode de production particulier. Et qu'en gros, du coup, il n'y a pas vraiment de transition qui irait de chasseur-cueilleur à pasteur, puis ensuite à sédentaire, machin truc. Et du coup, je voulais savoir si il en parle, Stepanov. Est-ce que cette thèse elle convient pour son exemple ou pas? Mais je suis pas sûr d'avoir bien capté. Mais, comme dans ce que j'ai compris après, ce que dit Stepanov, c'est qu'il y a une sorte de passage Ouais. d'une espèce de non-pastoralisme amical à un pastoralisme avec propriété le plus grand nombre de troupeaux, etc. Et, et ce que j'avais compris dans l'autre livre, c'était que il n'y a pas cette transition-là dans les données archéologiques anthropologiques. Du coup, ma question, c'est est-ce que Stepanov qui répond à ça, puisqu'il a l'air de soutenir la thèse qu'on peut passer de chasse-cueillette à pastoralisme sans passer par la case. Par la case de l'agriculture sédentaire. Après, et comment dire, lui, Stepanov, il fait une étude vraiment située, tu vois. Il parle de la Sibérie. Et en Sibérie, le mode de subsistance que les humains ils ont eu là-bas, c'était. En fait, mais quand je dis pastoral, c'est le moment où les Tuvas, les éleveurs de Sibérie, mangent leurs rennes et vivent grâce à leurs rennes, quand c'est plus la chasse-cueillette. Mais du coup, lui, il prétend pas, en tout cas dans ce chapitre-là, émettre des réponses générales sur le passage de l'agriculture au pastoralisme, tu vois. Il dit juste une évolution très située au 19e siècle, dans ce coin-là de Sibérie, tu vois. Mais effectivement, moi, ça m'avait un peu marqué. James Scott lui dit, mais même je crois que sa thèse c'était que le pastoralisme, c'est avant l'agriculture céréalière, non? Mais écoute, je sais pas trop. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le pastoralisme, c'était un truc qui venait après l'agriculture. Après, ouais. Et qui était une sorte de moment où il y a un problème et du coup, on repasse au pastoralisme. Mais bon, je sais plus, parce que après, il y a des chapitres plus sur les débuts de la domestication, et le néolithique et tout, où il parle un peu plus de ça, Stepanov. Mais là, maintenant, je ne saurais pas te répondre à... Est-ce que Grammer, c'était pas à propos de l'Angleterre au moment des enclosures et au moment où, du coup, il n'y a plus de commun, les terres sont plus directement cultivées, il y a un exode rural, et où, du coup, les moutons mangent les hommes, c'est-à-dire que les hommes fuient et trouvent les moutons à la place pour continuer à entretenir les terres, parce qu'en fait, les campagnes se sont désertifiées. Il parle de ça, mais moi, je pense à un autre passage du texte où il dit, où il critique une sorte de passage automatique de t'es chasseur-cueilleur, tu fais du pastoralisme, et ensuite tu deviens agriculteur sédentaire. Et il disait, en fait, on remarque que le pastoralisme, il apparaît très souvent après la sédentarité et des champs. Bref, c'est un espèce. C'est parce que ça va intéressant, parce que aussi, une fois que tu as des bêtes, si tu fais une ferme, si tu n'as pas de bêtes, tu n'as pas de quoi amender tes sols. Du coup, en fait, ça fait un circuit vertueux d'avoir des bêtes sur ton terrain si tu fais du maraîchage, parce que ça te permet d'amender et d'apporter une matière. Mais... Enfin, ça va ensemble, quoi. Si tu n'as pas de bêtes, ça veut dire que tu n'es pas autonome sur la qualité de ta terre. Donc, ça va vraiment de pair pour moi d'avoir un élevage et une production. Mais en fait, moi, ce qui me gêne un peu avec ce genre de questions, et c'est ce que j'ai aimé dans le livre de Stepanov, c'est que du coup, il n'est pas sur des théories comme ça générales, parce qu'effectivement, là, on peut penser comme toi dans des zones fertiles et tout, mais si des humains commencent à s'implanter dans des zones où la seule subsistance qui est possible, c'est grâce aux animaux, que ce soit dans les déserts ou dans la toundra, il n'y a aucun passage, à aucun moment, d'agriculture fixe, tu vois. Et du coup, en fait, les humains qui sont implantés là-bas, ils ont tout de suite été pasteurs. Mais donc voilà, je sais pas trop quoi te répondre. Enfin... Je voulais savoir juste si lui il en parle. J'ai une question sur, du coup, à la lumière de tout ça, c'est peut-être un peu général, c'est qu'est-ce que tu recommanderais, quelles évolutions tu recommanderais à notre mode de domestication de l'animal, notamment, je sais pas, les vaches qu'on voit partout dans le Berry, ou peut-être des choses sur lesquelles tu changes de toi, ta pratique. Après, du coup, toi, de ce que je comprends,
berger du coup, sur une pratique pastorale. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose à faire évoluer? Est-ce que tu l'as fait? Et est-ce que par rapport au mode aux vaches, etc., j'ai compris qu'il y a une notion d'espace aussi, une notion de la contrainte de l'espace. Parce que quand ils étaient mis, du coup, oui, tu changes d'échelle. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à l'évolution actuelle? Eh ben, franchement, je suis pas un réformateur, je saurais pas dire, mais je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on pense normales dans nos pratiques d'élevage qui sont en réalité que moi j'apprends un peu comme ça, très en fait au jour le jour, mais qui nous semblent normales et qui en fait sont héritées de 60, 70 ans. Par exemple, ça nous semble normal que de l'élevage de moutons ce soit fait pour manger de l'agneau. Alors qu'en fait, c'est ultra récent. C'est des innovations qui ont 100, 130 ans. Avant, ils avaient des brebis pour le fumier, la laine, et il y avait un agneau de temps en temps, mais le but n'était pas de produire de la viande. Ou avant, ils avaient une vache, et aujourd'hui, on pense que c'est normal d'avoir un élevage de vaches laitières. En fait, avant, avec une vache, ils labouraient le sol, ils faisaient du fromage, ils faisaient donc je sais, et donc enfin, il y a des choses qui nous semblent évidentes qui en fait le sont pas et qui sont très récentes. Après, de là à dire ce que les choses devraient être demain, je sais pas. Tu vois, enfin. C'était très communautaire. Il y avait une personne qui avait une vache qui allait proposer du lait quand on avait trop à des voisins. Voilà. Les voisins, ils allaient proposer ça en échange. Donc c'était vraiment à beaucoup plus petite échelle. Les élevages, il y a, je pense, 1500 individus. C'est relativement récent par rapport à la pratique qu'on avait de l'élevage. Mais une vision moins productiviste du coup, de l'animal. Plus une... Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Il n'était pas juste là pour les besoins alimentaires en viande de l'humain, il était là pour plein d'autres fonctions au sein des fermes. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas là où je vis et là où je travaille ou ceux avec qui je peux travailler, c'est que moi j'aime voir des élevages qui sont totalement autonomes en nourriture. Ceux qui ont pas forcément, ceux qui utilisent très peu de tracteurs, ceux qui du coup bougent avec leur troupeau pour trouver l'herbe là où il faut au bon moment, ceux qui ont une pratique en fait transhumante de l'élevage, bah ça je trouve ça intéressant. Mais après voilà, c'est mon point de vue, je pense pas que, enfin, dire il faudrait que des élevages comme ça et tout, j'en sais rien, tu vois, mais C'est très difficile avec les normes de l'ONF, que l'ONF ils sont en train de refermer les zones justement pâturages. bah pas dans les Alpes. Où voilà, moi j'ai travaillé pour un ancien, il disait, mais nous, dans les années 80, l'ONF bloquait totalement l'entrée des troupeaux dans les sous-bois, et maintenant, l'ONF, il t'appelle pour le faire, quoi, dans certains endroits. Donc, ça dépend, ça, c'est des théories que les agronomes ils ont, et les choses, elles évoluent, quoi. Est-ce que tu donnes de l'urine à tes brebis? Bah non, mais figure-toi que quand j'ai lu le truc, je me suis dit, putain, mais moi, j'ai jamais vu une brebis boire ma pisse, tu vois. Je me suis dit, délire, genre. Et donc, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais je les ai jamais vus venir. Petit goût de bière. Parce que le sel, tu le fais pas. Bah le sel, oui, le sel, on le fait tous. Mais ce que dit Stepanov, enfin, quand il décrit le truc, ça a l'air d'être un délire. Comment les rennes aiment le sel. J'ai l'impression plus que les brebis, quoi. Mais, Une question sur le titre du livre, parce que ça s'appelle, alors, une partie du livre, mais celui qui s'appelle Attachement au pluriel. Pourquoi? Eh ben, je pense que c'est bah déjà parce que en fait, son propos, il est plus large que simplement la domestication. Il parle de la manière dont on s'attache, bah, notamment aux animaux, mais aussi aux esprits, à tout ce qui est au-delà de l'humain, quoi. Et je pense il cherchait un mot autre que celui de domestique, en fait, de domestication. Et que le mot qu'il a trouvé pour essayer de sortir un petit peu de cette logique de domination ou de subordination unilatérale, c'est qu'on s'attache à d'autres espèces que nous. Mais c'est aussi, j'en parlais vite fait tout à l'heure à Théo, c'est que la première partie du livre, elle essaye d'expliquer pourquoi et je trouve que là, le terme est bon, c'est pourquoi on s'attache à d'autres êtres que nous, en fait. Nous, pourquoi Homo sapiens, on est intéressé par un petit agneau, quoi. Pourquoi on adopte les bébés des autres? Parce qu'on s'attache à quelque chose de trop mignon, mais c'est très caractéristique de Homo sapiens, tu vois. Et je trouve que le terme là-dessus est bon. Pourquoi on s'attache à s'occuper
des bébés de nos amis ou Le terme il est ambigu parce que l'attachement, il y a l'attachement affectif, etc. Et en fait, souvent, il oscille toujours entre ça, entre l'affection, le soin prodigué aux animaux et en même temps l'enfermement. Enfin, c'est un peu la distinction qu'il fait entre des veines qui sont. ouais. Enfin, il y a un tableau que je trouve très intéressant sur la manière. Sur ce qu'il appelle le pacte domestique et sur du coup quelles sont les techniques de domestication et enfin, la technique des Cuba elle repose que sur l'attraction, donc les reines sont entièrement libres de se reproduire, de divaguer et ils reviennent uniquement parce qu'il y a des fois quelque chose qui leur plaît, de sale, mais que souvent les animaux qu'on adopte en fait sont beaucoup plus domestiqués dans le sens où ils sont enfermés, on contrôle leur reproduction, on contrôle le périmètre sur lequel ils peuvent se déplacer, etc. Et en même temps on a un rapport beaucoup plus intime avec eux. Il y a beaucoup de femmes qui nourrissent au sein des petits animaux, des espèces, des œufs. Ouais. Ouais, il dit ça, c'est un peu le début de ce chapitre où il dit en fait, il observe que on a cette image nous du coup que la domestication a servi, emprisonne, en cage. Et en fait, ce qu'ils observent dans les peuples non modernes qui pratiquent un peu l'élevage, c'est que c'est le contraire, c'est que la mise en captivité d'animaux sauvages est beaucoup plus contraignante que la situation de leurs animaux domestiques, qui en fait, il dit la domestication en fait libère les animaux de ces cages dans lesquelles on mène nos animaux captifs en fait. Et quand il parle d'animaux captifs, c'est par exemple en Amazonie quand ils vont choper un bébé pécari ou un oiseau ou les aigles au Kazakhstan ou des animaux qui sont en fait maintenus en cage, contrairement aux autres animaux domestiques qui sont mis en liberté. Quoi. Il dit ouais, la domestication libère les animaux de la captivité. Ce qui est un peu phasant quoi, quand tu lis, parce que ça contrevient totalement justement à notre idée de la domestication. Quoi. Et en même temps, c'est peut-être lié au fait qu'on a une vision de la chasse très en mode le chasseur, c'est celui qui poursuit sa proie et qui la tue et qui la ramène morte. Alors que j'ai vu des trucs sur les Sibériens, enfin sur les chasseurs de rennes en Sibérie, mais en fait, ils chassent sur les chemins de transhumance mais spontanée, enfin de l'urbanisation des trucs, en créant des immenses cages de corail, enfin des coraux, je sais pas comment dire. Corridor. Et de grands sacs quoi, sur le chemin, et ils les attirent dedans, ils se font attraper les coups par des collets, et après ils les massacrent les uns les autres, et ça fait des espèces d'énormes bains de sang. Et généralement, on se représente la chasse en mode ah ouais, le truc, je vais dans la forêt, je suis une image de traque, de trace. Alors que là, c'est une sorte de chasse au filet, quoi. Enfin, genre, tu vas sur le passage du gros flux animal, et tu les massacres tous instinctement. Et de là, il y avait c'était Tim Ingold qui écrivait ça, il disait mais en fait, on voit que la différence, c'est qu'ils ne sont pas individués. Tu les massacres tous au pif. Enfin, c'est ceux qui rentrent, ceux qui sont les premiers entrés, et tu les attrapes, etc. Tandis que dans l'autre forme de chasse, il y a une individuation, une sélection précise de qui on veut poursuivre, généralement le plus beau, le plus grand, etc. Et du coup, ce que je voulais, la conclusion, plus j'écoute ce que tu dis, plus j'ai l'impression qu'en fait, on a mal compris. Ce qu'on a appelé domestication, c'est un prolongement de la chasse de masse qui désindividualise et qui finit par une capture, quoi. Tandis que la domestication, c'est plus un rapport social, en fait. C'est plus un espèce de rapport politique avec l'animal ou économique. Enfin, mais... Ouais, en tout cas, un échange de services, mais oui, un dialogue, en fait. Un dialogue, quoi, une espèce d'échange de services, ouais, complètement, ouais. Alors, dans la chasse, c'est vraiment ça. Ouais. Ce qui raconte, en tout cas chez les Cuba, c'est que dans la chasse, au contraire, il y a un vrai rapport social entre le chasseur et la proie. Ils se considèrent comme égaux. Que pour les chasses de prestige très individualisées, non, pour la chasse. Il y a tout un passage là-dessus où il dit en fait ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a un chasseur empathique et que du coup on les chasse parce qu'on est capable de se projeter à l'intérieur de l'image de l'esprit de reine, de l'animal qu'on cherche à battre, et comprendre quelle direction il va prendre, etc. pour pouvoir l'attraper. Et du coup, il y a une espèce d'ambiguïté un peu perverse entre notre empathie nous sert aussi à dominer et à tuer. Mais du coup, le rapport du chasseur à sa proie, il est très intime et assez équitable, et que le chasseur ne mange pas sa proie. Le chasseur doit redonner sa proie au reste du village, et lui ne mangera pas de la viande. Parce que c'est un esprit qu'il a abattu et qu'on laissait le plus d'esprit qu'il y avait, parce qu'un manque de respect de manger. Ouais. Tu peux manger que la bête qui a été tuée par quelqu'un d'autre.
Mm. Mais ouais, pour aller dans ton sens, en fait, c'est le mythe d'origine de la domestication du renne des Tuvas, il est plus justement sur cette rencontre sociale que sur ah, on a suivi les rennes. Tu vois, ce qu'on pourrait s'imaginer, on a suivi des grands troupeaux de rennes dans la toundra, et d'un coup, on a décidé, à force de les suivre et de s'en occuper, que c'est devenu des rennes domestiques, on a sélectionné, on a eu une espèce de domination dessus. En fait, non, ce qui explique leur mythe, c'est une rencontre d'individu à individu, en fait. D'un renne qui voulait être protégé des loups ou qui avait besoin d'urine ou de sel, une femme qui le donne, elle dit, ah, en échange, je te prends ton lait ou je te monte, tu vois. C'est ça leur conception de l'origine de la relation, quoi. L'exemple de l'urine et du sel, ça montre un espèce d'échange De fluide, ouais. etc. Mais il y a un exemple de King Gold qui est grave intéressant, puisque c'est en gros, c'est la différence entre... en gros, les rennes, quand les loups les poursuivent, généralement ils s'arrêtent à un moment donné, ils se tournent, ils regardent fixement le loup. Et les sociologistes disent, ah bah ça veut dire... c'est une sorte de technique de fuite, c'est reprendre son souffle, intimidé par le regard, et puis après se barrer en courant. Et le problème, c'est qu'ils font ça aussi avec des chasseurs qui ont des arcs ou des fusils. Et le truc, c'est que du coup, quand ils font ça avec des autochtones ici d'Avon, etc., qui ont des arcs ou des fusils, ben, ils s'arrêtent, ils regardent leur chasseur, ben, le chasseur, il leur tire dessus, donc ça ne regarde plus du tout. Et ils le tuent. Sauf que dans leur mythe, les chasseurs, ils voient un acte de donation de soi. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, l'esprit de berger, le berger des rennes, alors qu'il n'y a pas de pastoralisme, mais il y a un esprit berger qui en revanche existe, et qui lui fait du pastoralisme. Ouais, mais... Il l'interprète comme un don généreux, alors que là, par exemple, il y a une mésentente. Il y a clairement une... Enfin, si on accepte l'interprétation sociobiologique. Ouais, mais ça, il en parle beaucoup de Stepanov dans le premier chapitre, justement, sur le fait que l'homme est un prédateur empathique, et que du coup, c'est une espèce de manière de réfléchir qu'on s'est donné pour se dédouaner, déculpabiliser de mettre à mort un animal pour se nourrir, à savoir qu'il nous est donné, en fait. C'est une explication un peu psychologisante du truc. Mais par rapport à cette interprétation, en fait, animiste ce que dit Stepanov, mais ce que disent en gros là, Descola, c'est que ça, c'est une pensée typiquement animiste dans le sens où il y a un esprit du renne qui te donne accès à cette proie que tu chasses. Et quand je parlais tout à l'heure du yiddiq, là, du renne chaman qui est consacré dans le troupeau des Tuvas, en fait, Stepanov, il dit c'est étonnant parce que c'est une conception animiste. C'est-à-dire que le Ren Shaman, c'est l'intermédiaire avec l'esprit du troupeau qui permet fertilité et vigueur au troupeau. Et c'est une manière de penser qui, selon lui, rentre plus dans les cadres animistes, alors qu'on l'observe là sur des peuples qui pratiquent l'élevage. Alors que nous, généralement, enfin, les catégorisations anthropologiques, c'est l'animisme, c'est la chasse-cueillette. Et là, il dit, en fait, on observe chez les Tuvas un fond de pensée animiste dans des pratiques d'élevage, qui retrouve après, là j'en ai pas parlé, mais il y a tellement de choses dans ce livre, mais qui retrouve en fait même dans des pratiques à nous qui étaient encore très récentes, de sanctification d'agneaux dans les messes de Noël, qui avaient lieu dans le sud de la France, où on sanctifiait un agneau le jour de Noël et ça devenait l'agneau de Dieu, et il était remis au troupeau et on ne pouvait pas le toucher ni le manger pendant 1 an, 5, 10 ans, et qui était du coup consacré avec je sais pas, baptisé dans l'église le jour de Noël. Enfin. Et tu veux dire que du coup, il n'y aurait pas de corrélation si forte entre être animiste et pas pratiquer l'élevage? Lui, c'est ce qu'il dit là. En tout cas, il dit voilà, les catégories rigides. Il dit ça. Après, je sais pas quelle conclusion de tirer ça, mais c'est pour. C'est hyper marrant parce que justement, les types qui ne pratiquent pas l'élevage, par exemple, ou pas la pastoralisme, qui sont des chasseurs-cueilleurs, ou pêcheurs, et qui chassent les rennes, ils ont quand même une vision animiste où il y a quand même un pasteur. Enfin, c'est pas eux, mais il est mythologiquement existe. Enfin, il existe dans le mythe. Ouais. Il y a le pasteur des rennes. Les rennes, ils sont pas sauvages pour les chasser, ils sont gérés par un pasteur. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu peux être animiste, pas pratiquer l'élevage, ou le pastoralisme, mais en fait, le faire exister dans ton univers mental. En tout cas, de penser que, entre les animaux, il y a un échange de services, quoi. Enfin, tu vois. Peu importe que ce soit une proie ou en fait des animaux d'élevage, il y a une espèce d'échange de services à un certain niveau de la pensée, quoi. Enfin, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, ouais. Mais ouais.
Quoi? Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bah, bravo. Merci.